Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui sont connectés? Dites-moi. Voilà, vous pouvez me faire un petit message pour me dire que vous êtes... Ouais, c'est bon Stéphane. Bonjour Stéphane, on reçoit bien l'audio parce que j'ai mis les oreillettes cette fois, donc je voulais savoir si vous m'entendiez bien. Donc on va attendre, hein, comme d'habitude, quelques minutes. Salut Fred. On va attendre quelques minutes pour commencer. Attendre qu'il y ait un petit peu de monde quand même connecté, afin que tout le monde puisse profiter de ce Facebook Live. Hein. J'espère que ça vous aide bien à chaque fois. Salut Romain, je vois les gens arriver petit à petit. Salut Karine. Voilà, on est déjà 235, donc c'est pas mal, ça commence à monter vite. Salut Marc-André. Salut Catherine. Marion, hello. Coucou Nelly, dans le Nord. Cathy, salut. C'est bon, ça fonctionne bien, le son est bon? Ok, merci Stéphane. Ok, 355. Ça monte vite, hein, vous êtes intéressés. Salut Boris. Hello Isabelle. Robert, salut. 391. Bonjour Bruno. Voilà, 415. Attends encore un peu que ça monte. Salut Bruno. Salut Manu. Claude, bonjour. Salut Patrice. C'est bien, ça fonctionne bien Boris, merci. Salut Loïc. Bonjour François. Franck, salut. Salut Lionel. J'espère que ça va à Lyon. Ah, salut Freddy, bonjour. La Guadeloupe, j'espère que tout va bien. À 521 personnes connectées. C'est bien, ça arrive bien. Salut Sophie. Hello Gilles. 537. On va essayer de prendre à 14h05. Salut Mathieu. Thierry. Catherine. C'est bien le texte qui s'affiche, merci. Bonjour Patrice. Le président est là. Voilà, 600 personnes. C'est plutôt pas mal. « 623. On continue. Je vous dis, on va lancer à 14h05. Petit sondage, est-ce que l'horaire vous convient mieux? La dernière fois c'était 17h, vendredi à 17h. Est-ce que là, cet horaire de 14h vous convient mieux? A priori, au niveau du flux internet, ça a l'air de bien fonctionner. Vous pouvez me répondre. Là, je vois les commentaires pour l'instant. Après, quand on commencera, je serai peut-être plus difficile de voir les commentaires. Mais... Salut Mohamed. Bonjour Jérôme. Salut Caroline. Ok, salut Anne-Marie. Vous êtes en place, super. Ok, encore, allez, on va attendre encore 2 minutes. Et puis, on va pouvoir commencer. 742, c'est bien. On sent l'impatience de reprendre qui est la même pour tout le monde. Le confinement commence à être un peu long. « 14h, c'est très bien, merci Francine. N'hésitez pas à donner votre avis, ça me permet un peu de faire un sondage en attendant. Salut Sylvie, ça fait... Ah oui, c'est 9h à Cayenne, donc c'est pas mal pour vous, effectivement.
Je suis dans le son, mais ça va, c'est Gilles qui nous dit ça. Salut Sandrine. Annabella, hello. 818. Allez, une petite 30 secondes, 40 secondes et on va pouvoir commencer. 827, 834. Merci Sandrine. Ça fonctionne très bien. Bon, bah, je suis content si ça fonctionne très bien. Salut Martine de la Corse. Un bisou à tous les Corses. 14h impeccable. Vendredi 17h, c'est déjà le week-end, oui, c'est vrai. On ne sait plus en ce moment. 849, 52, 14h04, 5. Bon, et bien écoutez, 855 personnes, on va oui, Mohamed, peut-être 1000, on verra. On va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, merci à toutes et à tous de participer à ce Facebook Live. Pas mal d'actualités quand même suite aux annonces du président et notamment de la reprise. Donc on va bien sûr consacrer une partie de ce Facebook Live à cette reprise. Et puis autre chose aussi, hein, il y a de l'actualité dans le social, l'actualité aussi au niveau des aides. Donc on va faire un mix de tout ça. On vous a préparé quelque chose avec le comité directeur en essayant d'être les plus exhaustifs possibles et les plus synthétiques possibles parce que c'est parfois un petit peu difficile de se retrouver dans toutes ces décisions qui sont prises au jour le jour et bon, parfois c'est un peu compliqué. Alors, en ce qui concerne le cadre du Facebook Live, on reste sur la même idée que la dernière fois, c'est-à-dire que la même orientation, mes collègues du comité directeur vous répondent aux questions, puisque là, à plus de 900 personnes, c'est compliqué de pouvoir répondre en direct. Donc, mes collègues du comité directeur vous répondent aux questions pendant le Facebook Live, et on revient ensuite sur l'ensemble des commentaires qui ont été faits et on répond aux questions pour lesquelles on a une réponse, bien évidemment. Donc voilà comment on va fonctionner. Donc chose que je voulais préciser, hein, l'organisation et de ce Facebook Live et les informations qu'on vous donne, bien sûr c'est un travail d'une équipe. C'est le travail du comité directeur du CNPA ainsi que le conseil d'administration de l'Ampère. Et puis, c'est également le travail de tous les administratifs du CNPA qui nous aident, que ce soit au niveau juridique, au niveau social, et puis aussi à Anne-Marie pour le CNPA Éducation et Sécurité Routière et Daniela qui nous aident beaucoup durant cette période. Donc on est bien sur quelque chose qui est un travail d'équipe et je pense que c'est important de le souligner en ce moment. C'est un travail d'équipe, même si c'est moi qui l'anime, c'est bien sûr l'ensemble du comité directeur qui vous propose ce Facebook Live. Deuxième chose que je voulais communiquer, nous construisons aussi tout ce que l'on propose en fonction de tout ce que vous pouvez nous dire et nous amener comme proposition. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des propositions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées sur l'adresse mail cnpa-du6er@cnpa.fr. Voilà, on est arrivé à 981 participants. Alors je sais pas, Mohamed parlait des 1000 tout à l'heure, on va peut-être pouvoir les dépasser. J'espère, ce serait bien. Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je voulais souligner. On est bien sur un travail d'équipe et c'est l'ensemble du comité directeur qui propose à l'ensemble des écoles de conduite de France ce Facebook Live. Je vais commencer par vous parler du social. C'est important de parler du social et des salariés. Je vais vous parler dans un premier temps de l'activité partielle. Alors l'activité partielle, après analyse, est le moyen, je dirais, le plus intéressant pour les entreprises en ce qui concerne cette période. D'accord, c'est plus intéressant financièrement l'activité partielle que l'arrêt pour garde d'enfants. On reviendra sur l'arrêt garde d'enfants tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors si vous avez mis vos salariés en arrêt pour garde d'enfants, n'oubliez pas que vous avez 30 jours pour déclarer cette activité partielle. Donc vous pouvez à tout moment
arrêter l'arrêt garde d'enfants pour mettre en place l'activité partielle. Ce qui est conseillé plutôt puisque l'activité partielle, vous êtes remboursé de 84% du salaire net de vos salariés. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant, ce qui n'est pas le cas, on verra tout à l'heure, pour l'arrêt garde d'enfants, où il y a quelques écoles qui ont supporté peut-être des charges supplémentaires avec cet arrêt garde d'enfants. Donc je vous rappelle, l'activité partielle, vous avez 30 jours pour la déclarer, donc vous pouvez encore déclarer de l'activité partielle sur les 30 derniers jours. Et ce qui est très important, c'est que pensez, lorsque vous la déclarez, à faire des semaines pleines. C'est-à-dire qu'il faut que vous commenciez par des semaines pleines. Donc choisissez une date de déclaration. Et si toutefois vous avez mis vos salariés en garde d'enfants, vous contactez la CPM et vous la prévenez que l'arrêt garde d'enfants se termine à compter de cette date et qu'à partir de cette date, vous êtes en activité partielle. Très important. Je vous rappelle que pour l'activité partielle, si jamais vous décidez de prendre en charge à 100% les salaires de vos salariés, il n'y a pas de cotisation patronale par rapport à cette prise en charge. Donc c'est important de le savoir également. Et puis lorsque vous faites la déclaration, si vous n'avez pas de réponse dans les 48 heures, ça vaut validation et acceptation de votre activité partielle. La demande, sur demande notamment du CNPA, de nombreuses organisations patronales, la demande d'activité partielle donc, qui était valable sur 6 mois est maintenant passée à 1 an. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce moyen d'activité partielle pendant une année complète à compter de la date où vous avez commencé à l'utiliser. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important. Quand on imagine la reprise, on imagine que la reprise se fera peut-être progressivement et que peut-être que quelques salariés seront obligés de rester en activité partielle pendant un certain moment avant une reprise de l'activité à 100%. Donc n'hésitez pas à faire cette demande d'activité partielle, je vous la conseille fortement et ça vous permet de préparer également la reprise. Deuxième chose qui est très importante, c'est que donc cette activité partielle qui est liée à la fermeture ou à la réduction du travail, à la fermeture de l'entreprise ou réduction du travail, vous permet de faire bénéficier durant cette activité partielle du Fonds national de l'emploi formation à vos salariés. C'est-à-dire que vous pouvez profiter de ce temps où vos salariés sont en activité partielle pour leur faire des formations à distance. Donc nous allons vous proposer la semaine prochaine avec l'Ampère des formations à distance, notamment des formations sur la moto, les premiers secours, le label et la réactualisation des connaissances des salariés. Donc vous serez informé de ça la semaine prochaine par mail sur les possibilités de formation à distance. Peut-être que c'est le moment opportun, les salariés qui ont besoin de contact, peut-être qu'à ce moment-là peuvent profiter de ce moment-là pour bénéficier de formation et ça vous permettra également de récupérer des salariés au top à la rentrée. Donc voilà, ça c'est aussi une des possibilités durant cette période d'activité partielle si vos salariés sont en activité partielle. Alors je vous disais tout à l'heure que l'arrêt garde d'enfants était un peu moins favorable aux entreprises. Je vous rappelle, et je vous l'avais dit sur le dernier Facebook Live, que la compatibilité entre l'arrêt garde d'enfants et l'activité partielle n'est possible que sur la première phase du confinement, c'est-à-dire les 15 premiers jours. Lorsque vous réitérez votre arrêt garde d'enfants, si vous avez de l'activité partielle en même temps dans votre entreprise, vous ne pouvez pas associer les deux. Deuxième chose qu'il est important de savoir, c'est que jusqu'au 30 avril, si vos salariés sont en arrêt garde d'enfants, vous êtes tenu de rémunérer 90% du salaire de votre salarié. La sécurité sociale vous rembourse 50%. D'accord ? On n'a pas encore d'informations précises sur ce que donne IRP Auto, mais l'arrêt pour garde d'enfants n'est pas un arrêt maladie, donc ça veut dire aussi que il se peut que les cotisations, ce que vous allez récupérer suite à l'arrêt garde d'enfants soit moins important.
Donc ça, c'est jusqu'au 30 avril, et à partir du 1er mai, ça sera comme l'activité partielle, c'est-à-dire 84% du salaire net que vous aurez l'obligation de donner lorsque votre salarié sera en arrêt garde d'enfants. Voilà, donc plutôt favorable à l'activité partielle pour préparer l'avenir et la reprise. Et puis financièrement, pour les entreprises, c'est un peu plus intéressant l'activité partielle que l'arrêt garde d'enfants. Pour finir sur le social, je vous rappelle qu'un accord de branche a été signé en ce qui concerne les congés. Donc vous avez la possibilité de placer 6 jours de congés durant cette période de confinement pour vos salariés, de récupérer 6 jours de congés et de les mettre durant la période de confinement. Et je vous rappelle ce qui a été dit la dernière fois également, que les salariés qui avaient posé des congés, vous avez la possibilité, ceux qui étaient déjà posés avant la période de confinement, vous avez possibilité de déplacer ces congés durant la période de confinement. Donc ça c'est important, l'accord a été signé. Tout de même, lorsque vous mettez vos salariés en congé, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas les déclarer en même temps en activité partielle, c'est-à-dire que vous les rémunérez à 100% de leur salaire et non à 84% de leur salaire, puisqu'effectivement ils sont en congé comme s'ils l'étaient dans une situation normale. Voilà pour le social, j'espère avoir répondu à toutes les questions que j'avais pu lire et avoir en amont. Je pense que mes collègues répondent aux autres questions que vous pouvez avoir pendant le live. Je vais passer maintenant aux aides. J'ai vu déjà, même si j'y fais pas trop attention, mais qu'il y avait quelques questions sur les différentes aides. Alors, je vais commencer par l'aide dont on parle le plus, c'est-à-dire le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, alors première chose, il est accessible maintenant aux entreprises qui sont en redressement, ce qui n'était pas le cas au départ du fonds de solidarité. Deuxième chose, on n'a pas encore les modalités de demande, mais pour ceux qui l'ont demandé déjà en mars, on va rapidement avoir les modalités de demande, et je pense qu'on va recevoir ça par courriel, les modalités de demande pour avril. Donc ce fonds de solidarité, il est reconduit pour avril et il est toujours d'une valeur de 1 500 € à condition que vous ayez perdu 1 500 € de chiffre d'affaires pour avril, ce qui posera moins de problèmes que pour mars puisque pour avril, le chiffre d'affaires, a priori, va être de 0 ou alors quelques CPF, mais en tout cas, le chiffre d'affaires va être relativement proche des 0. Donc ça, c'est le fonds de solidarité. Il y a une deuxième aide et vous avez des tutos sur la chaîne CNPA Éducation et Sécurité Routière YouTube. Vous tapez CNPA Éducation et Sécurité Routière sur la chaîne YouTube et vous allez avoir l'ensemble des tutos concernant les aides. En ce qui concerne les autres aides, il y a l'aide exceptionnelle aux indépendants. Donc celle-ci, elle n'est pas compatible avec le fonds de solidarité. D'ailleurs, pour pouvoir en bénéficier, il faut que vous remplissiez tous les documents concernant ce qui est indiqué sur le tuto, mais il faut aussi que vous ameniez la preuve que vous n'avez pas pu bénéficier du fonds de solidarité, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez la demande de fonds de solidarité, vous avez le refus du fonds de solidarité, et là, à ce moment-là, vous allez faire une demande d'aide exceptionnelle aux indépendants. Donc vous avez le tuto, je ne vais pas revenir dessus. On ne sait pas quel est le montant de cette aide. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas si vous en avez, vous pouvez nous les communiquer sur les commentaires, on relira ça un peu plus tard. Mais si vous avez des informations sur les différentes... si vous avez des informations, si quelqu'un a déjà touché cette aide exceptionnelle aux indépendants, pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations en ce qui concerne cette aide. Autre aide dont vous pouvez bénéficier si vous êtes indépendant, c'est une aide qui vient du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants, c'est ce qu'on appelle le CPSTI, donc c'est pareil, c'est lié à l'URSSAF et c'est surtout lié à votre caisse de retraite. Donc là on sait que c'est une aide qui va aller à un maximum de 1 250 € qui sera versée automatiquement sans besoin de demande, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de faire la demande pour pouvoir bénéficier de cette aide et elle est basée sur les cotisations retraite de 2018. Donc c'est une aide qui va arriver normalement fin avril sur votre compte et qui sera automatique. Je n'en sais pas plus. Je sais qu'elle va atteindre au maximum les 1 250 €. Mais
elle va attendre maximum 1 250 euros. Après, je ne sais pas, je pense que personne n'a touché encore. On pourra vous en dire un peu plus lorsque cette aide aura été touchée par certains d'entre vous. Et je sais que vous nous tenez au courant assez rapidement. D'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. En ce qui concerne le prêt BPI, alors je sais que ça énerve parfois quelques-uns lorsque j'entre le prêt BPI dans les aides, puisque certains considèrent que ce n'est pas forcément une aide. Ce prêt BPI, il est très important pour la suite. Vous allez voir pourquoi je vous dis qu'il est très important pour la suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous rappeler les conditions, parce que j'ai lu pas mal de choses sur les réseaux et il y a pas mal de choses qui sont un peu erronées hein, sur les réseaux. Ce prêt BPI, donc c'est un prêt qui est garanti par l'État. C'est un prêt. Vous devez d'abord demander à votre banque vos possibilités. Ça peut aller jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires du dernier bilan. Et la BPI vous garantit le prêt à 90% pour un coût de 0,25% de la totalité du prêt. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous empruntez 50 000 euros, d'accord, le coût de ce prêt BPI le coût de la garantie sera de 0,25% du prêt, c'est-à-dire 125 euros. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Deuxième chose qui est très importante, puisque j'ai vu pas mal d'informations d'explications sur les réseaux. Deuxième chose qui est très importante, je crois que ça a coupé un peu, donc je vais répéter. Deuxième chose qui est très importante, c'est pour ce prêt, pour la première année, il y a 0 intérêt. Vous n'avez aucun intérêt pour ce prêt lors de la première année. Et c'est un prêt qui est à rembourser à la fin de la première année sans aucune échéance. C'est ce qu'on appelle un prêt in fine. C'est-à-dire que vous le remboursez, si vous en bénéficiez au 1er mai 2020, vous pourrez le rembourser au 1er mai 2021 dans sa totalité sans avoir eu aucune échéance, sans intérêt. Et si c'est 50 000 euros, ça coûte 125 euros, 0,25% de la totalité du prêt. Donc ça, c'est très important de connaître le fonctionnement. Quelques mois avant l'année, c'est-à-dire je sais pas, là, en mars ou avril 2021, si vous avez fait ce prêt, on vous proposera soit de le rembourser dans sa totalité, ou soit de le rembourser par échéance mensuelle, avec un taux d'intérêt qui vous sera défini à ce moment-là. Et c'est un taux d'intérêt moyen, le taux d'intérêt sera un taux d'intérêt moyen qui sera pour lequel les banques ne pourront pas ajouter d'intérêt. Donc là, vous allez pouvoir, dans un an, vous poser la question, si vous gardez l'argent pour investir, pour relancer l'activité, je ne sais pas, ou si vous n'avez pas réussi à récupérer ce que vous avez usé et que vous avez besoin d'un petit peu de temps. Donc là, vous aurez des échéances avec un pourcentage d'intérêt. Donc vous aurez ce choix, ou alors vous remboursez la totalité dans un an pour un coût relativement bas. Voilà, je voulais bien revenir là-dessus parce que c'était pas clair a priori pour tout le monde en ce qui concerne ce prêt. Et on pourra aller jusqu'à des échéances qui pourront aller jusqu'à 6 ans. C'est-à-dire que vous aurez la première année plus 5 ans, ce qui fait que vous aurez 6 ans pour rembourser la totalité de ce prêt. Pourquoi j'insiste sur ce prêt? Je vous rappelle que ce prêt BPI ou la BPI, enfin en tout cas, elle a aidé assez souvent les entreprises numériques, les écoles en ligne. Aujourd'hui, on peut bénéficier d'un prêt d'argent par rapport à eux, donc peut-être que ça peut être intéressant pour se lancer aussi nous dans une forme de modernisation de notre activité. On pourra en reparler tout à l'heure sur la reprise ou sur une réflexion de ce que sera l'école de conduite du futur. Alors pourquoi j'ai insisté encore une fois sur ce prêt BPI, c'est que ce prêt BPI il va être en lien avec les autres aides, c'est ce qu'on appelle les aides régionales. Sur toutes les aides régionales, il y en a tout un tas, je ne vais pas vous les lister là parce qu'on n'aurait pas de temps pour les lister, mais sur toutes les aides régionales, vous avez une qui est commune à l'ensemble des régions, c'est un ajout au fonds de solidarité, qui peut aller jusqu'à 5 000 euros pour le fonds de solidarité.
Donc cet ajout au fonds de solidarité, il est commun à toutes les régions, et cet ajout, vous pouvez le demander que si vous vous êtes vu refuser un prêt BPI. Voilà pourquoi je vous disais que faire une demande de prêt BPI, c'est quand même important, parce que si vous ne vous êtes pas vu refuser de prêt BPI, vous ne pourrez pas bénéficier de l'augmentation du fonds de solidarité. Alors peut-être que voilà, on trouve ça effectivement illogique ou pas. La question n'est pas là. Pour l'instant, on est plutôt dans l'explication de ce qui se passe. Voilà. Ce qui vous sera demandé pour avoir cet ajout, c'est un dossier, plus une preuve que vous avez vu refuser un prêt garanti par la BPI, d'accord, avec le nom de la banque qui vous l'a refusé et les coordonnées de la banque et des gens qui vous l'ont refusé. Ce qui permet à l'État de connaître les banques qui refusent les prêts BPI, hein, et d'aider en priorité les gens qui ne peuvent pas bénéficier de prêts de trésorerie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quelqu'un qui déciderait de ne pas demander de prêt BPI en souhaitant bénéficier du fonds de solidarité régional, ça ne serait pas possible puisqu'il n'aurait pas ce document stipulant que son prêt BPI a été refusé. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne les autres aides régionales, elles sont, vous allez les recevoir, ou vous les avez déjà reçues par un mail du CNPA, où toutes les régions sont répertoriées avec l'ensemble des aides régionales. Donc si jamais vous n'avez pas reçu ce mail, je vous conseille d'envoyer un mail à notre chère Anne-Marie Santos, qui vous l'enverra à cnpa-er@cnpa.fr, ce qui permettra de vous référencer dans la liste de diffusion. Donc voilà pour cette aide, ces différentes aides. Maintenant qu'on a parlé des différentes aides, on va parler de quelque chose qui vous tient à cœur, et qui me tient à cœur beaucoup, et à tous les gens du comité directeur également, et je pense à toutes les écoles de France, c'est la reprise. Je vois un commentaire qui on reprend quand. Alors, pour la reprise, on reprend quand? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le dire de manière exacte. Je peux vous dire nos souhaits, mais je peux pas inventer une date de reprise. Vous savez tous, et je pense que vous avez été nombreux à le regarder, mais le président a annoncé une fin de confinement le 11 mai. Suite à cette annonce de fin de confinement du 11 mai, il a été confié à M. Castex, donc Jean Castex, qui est maire de Prades, ça doit être dans les Hautes-Pyrénées ou Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, si quelqu'un ici a une école de conduite à Prades ou à alentour, et qui peut peut-être en direct déposer un document à M. Castex, ça serait plutôt une bonne chose. Mais donc il a été demandé à Jean Castex de gérer la reprise de l'ensemble des professions. Donc c'est lui qui a cette lourde charge de gérer ça, relancer la reprise. Et donc c'est dans les 15 jours suite à l'annonce du président que nous aurons une information précise sur le moment de reprise des écoles de conduite, puisque toutes les professions vont être informés suite aux diverses décisions de monsieur Castex. Alors bien sûr, ce n'est pas des décisions unilatérales, hein. Il reçoit tout un tas d'informations pour prendre sa décision. Voilà. Donc ça veut dire aussi que toutes les personnes qui pourraient vous donner une date précise de reprise, toutes ces personnes n'ont qu'une interprétation de ce que ce sera. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas de date précise de reprise. La date précise, elle sera diffusée et on en aura connaissance, et on vous la diffusera dès qu'on en aura connaissance. Elle sera diffusée aux organisations professionnelles et aux organisations salariales. Donc pour l'instant, malheureusement, et j'aimerais alors je vois que quelqu'un est à Prades. Si vous pouvez nous contacter au CNPA, on pourra peut-être vous demander d'être un interlocuteur, de pouvoir envoyer quelque chose à M. Castex. Merci. Ce que je vous disais, c'est que
Pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas vous donner une date de reprise précise et exacte. Par contre, on peut vous dire quel travail a été construit pour essayer, puisque c'est notre demande, hein, nous on demande bien évidemment de reprendre le 11 mai. Ce qu'on veut, c'est reprendre le plus vite possible. Alors bien sûr, dans des conditions sanitaires qui permettent d'éviter tout risque, ou en tout cas une bonne partie du risque, mais ce qu'on veut, c'est reprendre dans les plus brefs délais afin de faire tourner nos entreprises. Et on veut aussi protéger nos salariés. Donc c'est vraiment important pour nous. D'ailleurs, dans cette idée, on a construit, et là je vais remercier grandement Emmanuel Masson, qui est le vice-président de l'Ampère, et puis Anne-Marie Santos, qui est secrétaire du CNPA, secrétaire général du CNPA Éducation et Sécurité routière, qui ont travaillé énormément sur ce protocole de reprise sanitaire. Très important. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir reprendre, il est évident que M. Castex, en tout cas que l'État, a besoin d'assurance sanitaire. Donc nous avons travaillé là-dessus et on a eu la chance, et là je dis que c'est une chance et je vais la remercier aussi très profondément, et je pense que l'ensemble des écoles de conduite de France peut la remercier, Madame la professeure Fafi Kremer, qui est directrice de l'Institut de virologie au CHU de Strasbourg, qui nous a conseillé pour la construction de ce protocole et qui va même plus loin que ça et qui va signer notre protocole avant qu'on le diffuse et à M. Castex et au ministère de la Santé. Ça veut dire qu'on a l'aval d'une professeure de virologie au CHU qui est directrice de l'Institut de virologie au CHU de Strasbourg. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc merci Anne-Marie, merci également Emmanuel, et puis merci Madame Fafi Kremer de nous avoir aidés. Alors dans ce protocole, bien évidemment, on a essayé de faire en sorte que nos salariés soient protégés, que nous soyons protégés, que nos élèves soient protégés, tout en essayant de rester cohérents dans les moyens de protection. On a évidemment utilisé l'ensemble on a pris l'ensemble des postes. Ça va de l'accueil secrétariat, l'enseignant en salle, l'enseignant en voiture, l'enseignant en moto, l'enseignant lourd. Et on a listé l'ensemble des risques et la manière dont on allait pallier à ces différents risques. Et on a préconisé le masque. Mais quand je vous parle de masque, on n'a pas préconisé pour l'instant de masque FFP2, on a préconisé le masque qui peut aller du masque finalement fait maison, cousu par certaines couturières, qui est plus disponible, masque chirurgical. Donc c'est quelque chose qui pourrait nous permettre de reprendre. D'ailleurs, la professeure nous a précisé que dans les hôpitaux, c'était les masques chirurgicaux qui étaient utilisés lorsqu'on était en accueil et lorsqu'on examinait les patients. Donc pour l'instant, on est sur cette même idée. Alors je vous conseille tout de même de ne pas encore commander tout un tas de choses, puisqu'on n'a pas encore les réponses, on va attendre la validation, mais voilà ce qui est ce protocole. Donc on a délimité les postes, on a répertorié les gestes barrières, utilisation du masque, et puis bien sûr tout ce qui est hygiène, et puis nettoyage des véhicules, etc., etc. Donc tout ça validé par une professeure en virologie, donc plutôt une bonne nouvelle. En ce qui concerne la reprise toujours, on a également, puisque c'est une demande importante et c'est logique, dans notre stratégie au CNPA, il y a deux phases. La première phase, ça a été celle de répondre au mieux à toutes vos interrogations concernant les différentes aides possibles et d'essayer de vous aider à pouvoir les obtenir. La seconde phase, c'est le plan de sauvegarde et le plan de relance. Donc c'est ces deux phases qui sont importantes, puisque là on est passé sur cette phase 2 à comment on va pouvoir sauvegarder nos entreprises,
Donc il va falloir travailler beaucoup sur cette notion. On l'a déjà fait, mais on va continuer. Et puis la deuxième chose, c'est comment on va pouvoir relancer l'activité. Donc deux parties très importantes pour l'ensemble des écoles de conduite de France. La relance de l'activité. Donc on a en parallèle à ce protocole sanitaire construit, etc., on a également envoyé à Bercy un plan de relance de l'activité avec en mesure importante. Donc la première, c'est un fonds. Donc on aura besoin d'un fonds pour s'équiper de tout ce qui va nous permettre de répondre aux mesures d'hygiène et aux mesures relevant de la crise sanitaire. Pour respecter ces mesures, il va nous falloir un fonds. Les écoles de conduite n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir pallier au coût de l'ensemble de ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est les cotisations patronales, c'est-à-dire on a demandé à ce que les cotisations patronales soient éliminées, soient exonérées jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Et la deuxième, puisque ça pose énormément de problèmes, et on a vu qu'il y avait la troisième, et il y a beaucoup de discussions autour de ça, et il est compliqué de demander ça à chaque bailleur un par un, c'est la prise en charge durant la période de fermeture administrative des loyers immobiliers et des loyers mobiliers ou des échéances de prêt. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a une prise en charge durant la période de fermeture administrative de nos loyers, et des prêts qui correspondent à un loyer si vous êtes propriétaire, et des loyers des véhicules, puisque alors dans le même temps, j'aime pas dire en même temps, mais dans le même temps, on essaie de négocier avec les divers banques qui vous louent les véhicules, mais l'idée serait carrément de demander la prise en charge de nos loyers pendant cette période de fermeture administrative. Donc loyer des véhicules et les loyers de vos différents bureaux. Quatrième chose qui a été demandée par le CNPA, c'est le fonds de secours pour les écoles en difficulté. Il y a des écoles qui vont se trouver en grosse difficulté, et j'espère le moins possible, après cette période de fermeture. Donc un fonds de secours pour celles qui sont le plus en difficulté. On a demandé également la prise en charge de la garantie financière pour les écoles labellisées jusqu'à la fin de l'année pour leur permettre de continuer à donner le service du permis à 1 € par jour, et pourquoi pas ouvrir le permis à 1 € par jour à l'ensemble des écoles comme c'était le cas avant sur convention jusqu'à la fin de l'année. Et dernière chose, puisque ça nous a été beaucoup demandé, puisqu'on peut demander le fonds de solidarité jusqu'au 30 avril, nous avons demandé également à ce que le CPF, c'est-à-dire ce qui a été payé dans le cadre du CPF, ne soit pas pris en compte dans le chiffre d'affaires de mars. Ce qui va permettre à un certain nombre d'écoles de conduite d'avoir une baisse de 1 500 € et de bénéficier du fonds de solidarité, puisque certains d'entre vous n'en bénéficiaient pas. Donc ça, c'est pour le plan de relance. Deuxième chose qui est très importante, c'est le plan de sauvegarde, excusez-moi, je m'y perds, désolé. Deuxième chose qui est très importante, c'est le plan de relance, puisqu'il va falloir, une fois l'activité sauvée, relancer l'activité. Donc pour on a fait des propositions qui sont celles on l'a fait déjà depuis longtemps, mais c'est le moment de la continuer, c'est la portabilité du CPF des parents vers les enfants. Ou alors un fonds réservé au permis de conduire pour l'ensemble des gens qui vont passer le permis de conduire. Voilà, c'est ce qu'on a demandé, c'est-à-dire une participation soit via les comptes CPF des parents, soit via un fonds particulier pour la formation au permis de conduire. Donc ça, c'est la première chose qui a été demandée. La deuxième chose, c'est la baisse de la TVA.
Donc ça, on l'a demandé également depuis longtemps. Ensuite, on a demandé également le prêt. Faire un système de prêt BPI pour la modernisation de nos écoles de conduite, simulateurs, etc. On sait que c'est difficile parfois pour les écoles d'acheter un simulateur pour ceux qui le souhaitent. Est-ce qu'on pourrait avoir un prêt garanti par la BPI dans un esprit de modernisation des écoles? Alors bien sûr, le simulateur est utilisé avec un enseignant, hein, donc c'est l'idée. On ne sort pas l'enseignant, mais on bénéficie peut-être de fonds. Alors il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi utiliser des tablettes dans la voiture, il y a peut-être de nouveaux logiciels, il y a peut-être tout un tas de choses, la fiche numérique, tout un tas de choses que vous pouvez utiliser et qui peut permettre d'améliorer la vie de nos enseignants. Donc voilà, alors quelle autre petite chose? Ah oui, en ce qui concerne nos amis en poids lourd, en tout cas en formation professionnelle, on a demandé également la révision des marchés si toutefois les entreprises sont contraintes à diviser leur nombre de participants. Je vous donne un exemple. Imaginez en poids lourd, il était prévu que les gens partent à 4 dans un poids lourd sur une formation auquel l'entreprise avait répondu à un marché. Et bien là, s'ils ne partent qu'à 2, il va falloir réviser effectivement ce marché et le prix de ce marché, puisque ça va être compliqué pour l'entreprise de s'en sortir avec 2 fois plus de production à donner par rapport à ce qui répondait au marché. Deuxième chose qui a été faite pour les poids lourds, vous savez que les poids lourds ont une taxe à l'essieu, donc une taxe à l'essieu qui est payée à l'avance. Donc ce qu'on a demandé, c'est que cette taxe à l'essieu soit, en tout cas qu'il y ait un avoir par rapport à cette taxe à l'essieu qui correspond, cet avoir, au mois de fermeture. Et pour finir, la demande a été l'accélération également du paiement des CPF. C'est-à-dire que non seulement, alors on a vu qu'on avait eu des CPF qui étaient arrivés, mais certaines formations terminées ne sont pas encore payées. Et ce qu'il faut pour la relance, c'est qu'après les CPF soient payés très rapidement pour qu'on puisse... on ne peut pas se permettre aujourd'hui encore d'avancer de la trésorerie alors qu'on a passé quelques mois sans pouvoir ouvrir au public et faire notre métier. Donc voilà, en ce qui concerne le plan de sauvegarde et de relance, alors bien sûr on est preneur, ce plan-là on le construit avec vous, hein. N'oubliez pas que le CNPA c'est vous, les écoles de conduite, donc ce plan de relance on le conduit et on le construit avec vous, donc encore une fois, toutes vos idées sont bonnes, cnpa-er@cnpa.fr, j'insiste, hein, c'est peut-être un petit peu lourd à force de le dire, mais c'est pas, je ne suis pas dans la valorisation de tout ça, l'idée c'est... il peut y avoir des idées, on n'est pas les seuls à avoir des idées, vous avez tous de très bonnes idées et on aimerait pouvoir traiter ces idées et puis les faire parvenir à Bercy afin qu'on puisse tous continuer à exister suite à cette crise. Alors je suis persuadé qu'on pourra tous continuer à exister, enfin en tout cas c'est notre finalité. Je vais finir, là ça fait déjà une trentaine de minutes, 35 minutes. Je vais finir sur ce qui a été prévu ce qui a été prévu avec la DSR pour la reprise et notamment la reprise des examens. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'on a demandé, ce qui est en cours de demande, et puis après vous pourrez vous faire une idée de ça, et puis encore une fois, vous pourrez nous faire parvenir vos idées par rapport à tout ça. Alors, première chose qui a été demandée, c'est le recul de la date de validité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la date de validité ETG et puis plateau pour la moto, c'était 23 août. Donc, nous, on a demandé à ce que cette date soit reportée au 31 décembre 2020 pour éviter qu'il y ait plein de dates différentes. Alors vous n'avez peut-être pas eu tous l'information par vos délégués, mais c'est quelque chose qui est validé par la DSR, donc on va avoir cette augmentation de validité. Si vos candidats vous posent des questions par rapport à la validité de leur ETG par exemple, vous pouvez leur expliquer que c'est valide jusqu'au 31 décembre. Deuxième chose qui est
en discussion est très 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 favorable. C'est qu'on a demandé pour les écoles moto pour la passerelle, pour les motos, vous savez, qui nous permettent de passer de A2 en A, la passerelle de 7 heures, d'augmenter la durée d'utilisation de ces motos de 6 à 10 ans. On sait que ces motos ne sont pas utilisées de manière importante. Et puis on sait également que par rapport à la date à laquelle a été faite la première, a été faite la réforme en 2015, 2021 correspond aux 6 ans. Ça veut dire que si on peut avoir 10 ans, ça nous évite d'investir dans une autre moto de ce type en attendant alors qu'on a eu tous ces problèmes de trésorerie durant cette période de fermeture. Donc voilà, en ce qui concerne ce qui a été demandé. Donc là, on est sur deux choses qui sont quasiment validées. Je crois qu'avec mon collègue Bruno Massé, que je remercie, qui s'occupe des poids lourds, il y a une demande qui est en cours également pour prolonger la validité des véhicules lourds jusqu'en mars ou avril 2021 également, pour ceux qui arriveraient à la limite des 15 ans, si je ne me trompe pas. Ce qui a été demandé également, c'est une reprise progressive des examens. Alors l'idée, ça serait de pouvoir reprendre le travail avant que les examens reprennent. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait un laps de temps très important. 1 ou 2 semaines suffiront. Mais il faut que nous puissions préparer nos élèves. Il est bien évident qu'il sera compliqué de pouvoir avoir des examens le jour de la reprise, puisque nos élèves ne pourront pas être formés et puis en tout cas pouvoir reprendre avec le véhicule et puis reprendre leur marque sur le véhicule en tout cas. Donc première chose qu'il faut qu'on nous laisse un petit laps de temps entre cette date de reprise et puis reprise des formations et la reprise des examens. On a demandé également, et ça je vous en avais déjà parlé sur les derniers Facebook Live, à ce que la reprise se fasse plutôt pour faciliter les choses, catégories comme la circulation moto, des examens de circulation moto dans les premiers examens par exemple, et puis quelques circulations poids lourds, pour que ce sont des gens qui vont avoir peut-être une capacité d'avoir un nombre d'heures de formation moins important pour la reprise. Donc ça, on l'a demandé également. On a demandé également à ce qu'il y ait un contrôle continu lors des examens, enfin qu'on prenne en compte le contrôle continu. C'est-à-dire que pour, par exemple, les questions vérif et puis les questions premier secours, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir valider ça par une attestation de l'école de conduite, ce qui nous permettrait de garder du temps dans la journée, en enlevant cette partie de l'examen, de garder du temps dans la journée pour désinfecter les véhicules. Ce qui nous permettrait d'avoir au moins autant de places d'examen par jour, puisqu'on sait que cette phase de désinfection des véhicules va nous poser un petit peu de temps. Alors je vois Luc qui intervient sur la moto, toujours la moto. Bien évidemment, nous n'avons pas travaillé que sur la moto, on a travaillé sur la reprise du B également, puisque effectivement la mise en place de ce contrôle continu permet d'au moins garder le même nombre d'unités, et on sait qu'en B, peut-être pas la première semaine, on va peut-être pas avoir une demande très importante, mais par contre il va falloir que le pic du nombre de places augmente pour la 2e, 3e, 4e, 5e semaine, et continue à augmenter pour qu'on puisse passer nos élèves qui étaient en attente en amont, bien évidemment. Donc ce contrôle continu, ça pourrait nous laisser la possibilité de garder un petit peu de temps pour la désinfection des véhicules, et ça irait, en lien avec le protocole qui a été fait de reprise, le protocole de reprise, le protocole sanitaire. Donc voilà, en ce qui concerne le B, bien sûr on a demandé des places supplémentaires le samedi,
voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a demandé à ce que les places telles qu'elles vous sont attribuées aujourd'hui vous soient redonnées progressivement. C'est-à-dire que l'idée, ça serait de vous redonner une partie des places sur le mois en cours et ensuite mettre des options et essayer au niveau départemental de répondre au mieux aux différentes demandes des écoles de conduite. L'idée, ça serait d'y répondre départementalement. Alors pourquoi au niveau départemental? Pourquoi? Parce que l'idée serait d'essayer de limiter au mieux le nombre de places perdues. Voilà. Alors encore une fois, ce sont des propositions qui ont été faites à la DSR. Si vous avez d'autres propositions, donnez-nous-les. Nous, on est en discussion avec eux. Et bien sûr, on leur soumet vos propositions. Elles ne sont pas toutes forcément validées. Et évidemment, on reste dans ces esprits de proposition, contrairement aux 2 mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, pour nos amis centres de formation d'enseignants, que je salue également, on a également demandé, en ce qui concerne le titre professionnel, à ce que la structure du titre, puisque vous savez que le titre il a 4 ans et que normalement il devait y avoir une révision du titre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la structure du titre reste la même et qu'il n'est pas question de changer. Alors on peut le critiquer, ce titre, sur certains points, mais il n'est pas question de changer le titre et sa structure en tout cas, alors que les centres de formation vont avoir beaucoup de travail en reprise et vont également avoir subi cette crise sanitaire et puis avoir subi cette perte de chiffres de manière importante. Donc garder la structure du titre. Et l'autre chose qu'on a demandé, puisque ça a été demandé par quelques-uns de nos centres, c'est de diviser par 2 jusqu'au 31 décembre, et bien sûr c'est limité, le nombre de semaines de stage en entreprise, ce qui va permettre au centre de rattraper une petite partie du retard engendré par la crise sanitaire. Donc voilà, en ce qui concerne l'ensemble des demandes qui ont été faites, je vous rappelle ce qui a été expliqué. Je vous ai parlé du social, je vous ai parlé des aides, je vous ai parlé de la date de reprise, je vous ai parlé également de notre plan sauvegarde et relance, donc sur lequel on est en train de travailler, et puis également les discussions en cours avec la DSR et comment essayer de gérer au mieux et en tout cas de ne pas perdre de place d'examen à la reprise. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie à toutes et tous pour toutes les informations que vous nous donnez, continuez à le faire, franchement c'est important, continuez à nous amener des informations, des propositions, merci aussi pour les encouragements, c'est vrai que nous travaillons énormément pour essayer de maintenir le nombre d'écoles de conduite, pour essayer d'avoir un plan de sauvegarde qui soit le plus intéressant possible. Je ne vous cache pas que c'est assez stressant parce que c'est quand même une certaine responsabilité. Et puis je tenais à remercier l'ensemble de mes collègues du comité directeur, du conseil du CNPA, du conseil d'administration de l'Ampère, particulièrement le président Patrice Besson pour son implication, et puis également le président national Francis Bartholomé, toute branche, puisque c'est aussi grâce à lui qu'on peut faire ces demandes de plan de sauvegarde à Bercy et de plan de relance. Voilà, merci beaucoup pour votre participation très importante. J'ai vu qu'on avait dépassé les 1100 participants, donc je pense que 14 heures, c'est plutôt une belle heure, une belle date peut-être, mais une belle heure. Et puis, vous voyez, je voulais aussi préciser à tous ceux qui habitent dans le sud qu'en Normandie, vous voyez le soleil qui vient sur moi là. En Normandie, il y a un très beau soleil aujourd'hui, donc je crois que chez vous, c'est un petit peu différent. Bon, c'était histoire de vous chambrer un petit peu. Je vous remercie beaucoup en tout cas et bonne continuation, bon courage, continuez à vous battre. Je pense qu'on va pouvoir bientôt reprendre notre activité. Merci. Bonne journée à vous.